Bonjour à tous. Depuis 2 ans de guerre, les médias mainstream vous répètent en boucle que l'Ukraine, bras armé de la démocratie, est proche de la victoire si nous continuons à la financer et à l'équiper. Certains veulent même y envoyer nos soldats. En face, les Russes seraient une bande de bras cassés qui reculent, mal équipés, sacrifiés par des chefs incompétents. Chez Omerta, nous refusons cette propagande qui prend les téléspectateurs pour des idiots. Propagande d'officiers à la retraite dont la plupart n'ont jamais eu une claque à personne. Propagande ukrainienne, confortablement installée en France depuis des années, et qui vocifère en poussant les autres à la guerre. Propagande de philosophes, d'étudiants, d'analystes géopolitiques, d'experts ou de journalistes qui aiment jouer à la guerre comme des enfants aiment jouer avec des pistolets à eau. Vous vous en doutez, tous ces gens n'ont jamais mis les pieds sur le terrain et préfèrent commenter les fesses vissées sur le siège d'un plateau de télévision. Chez Omerta, nous refusons la propagande, quelle qu'elle soit. Et nous avons fait le choix d'aller sur le terrain. C'est notre ADN. Odessa, Kherson, Mariupol, Donetsk, Bakhmout. Depuis 2 ans, nous avons été partout sur la ligne de front. Nous sortons aujourd'hui un hors-série exceptionnel. Ukraine, la vérité du terrain, réalisé en partenariat avec le Centre français de recherche sur le renseignement. 120 pages de reportage en première ligne de nos journalistes et de décryptage des meilleurs spécialistes. Nous vous y livrons un regard honnête, pragmatique et sans concession sur la réalité de la guerre en Ukraine et ses perspectives. Pour comprendre cette guerre sans propagande, procurez-vous le hors-série d'Omerta dans plus de 5000 kiosques ou directement sur notre site internet www.omertamedia.fr. Le terrain est notre ADN, vous pouvez compter sur nous. Chers amis d'Omerta, bonjour, merci d'être présents pour ce nouveau grand entretien. Le CF2R, c'est le Centre français de recherche sur le renseignement. Alors première question, puisque ce numéro exceptionnel a été réalisé en collaboration avec vous, avec vos chercheurs, est-ce que vous pourriez nous présenter le CF2R ? Oui, alors le Centre français de recherche sur le renseignement a été créé en 2000. Nous avions l'année précédente créé une première revue qui s'appelait Renseignement Opérations Spéciales parce que beaucoup d'anciens du renseignement qui composent le centre, nous avions tous le sentiment que le renseignement était trop méconnu en France, à la fois par les élites politiques, par les élites économiques, par le monde universitaire et aussi par le grand public parce qu'on en donne tout le temps une image qui est, je dirais, qui relève de la mystification et non pas de la réalité. Donc nous avons décidé de créer le centre en 2000 pour travailler sur 3 axes principaux. L'histoire du renseignement, parce que nous ne connaissons pas toujours notre propre histoire du renseignement, bien sûr un peu celle des États étrangers. Ensuite, suivre l'actualité du renseignement, les budgets, le contrôle parlementaire, les réorganisations, qu'est-ce que font les services dans les conflits contemporains. Et puis un 3e volet qui est la sécurité internationale, c'est-à-dire toutes les applications du renseignement en matière de cyber, de terrorisme, de conflits, de guerre économique. Voilà, ces 3 volets-là. Et nous, voilà, il y a 24 ans que nous travaillons sur ces sujets-là. Alors la guerre en Ukraine, je suppose que c'est un des sujets que vous suivez depuis 2 ans de très près. Vous avez des chercheurs qui sont spécialisés sur différents domaines. Ouais. D'un point de vue général, quel bilan pouvez-vous dresser de ces 2 ans de conflit en Ukraine ? Alors d'abord, on suit la guerre en Ukraine depuis 2014. Donc pour nous, le conflit dure depuis maintenant une dizaine d'années parce qu'on a vu comment les choses se sont développées et empirées. Mais surtout depuis, on va dire depuis la fin de l'année 2021, on a vu la montée en pression des événements et le conflit se dessiner. Depuis 2 ans aujourd'hui, on se rend compte que finalement, d'abord, je crois qu'il faut le redire avec force, c'est un conflit qui aurait pu être évité. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble absolument essentiel. Et la leçon que l'on tire aujourd'hui, c'est qu'en dépit des moyens importants que met l'Occident pour soutenir l'Ukraine, on se dirige à grands pas vers une victoire russe, à la fois sur le terrain et aussi sur le plan géopolitique, puisque à l'exception de notre monde occidental qui continue à vouloir critiquer et sanctionner la Russie, on s'aperçoit que tout le reste du monde, finalement, prend plutôt fait et cause pour Moscou. Les analyses de vos chercheurs, vos propres analyses présentes dans ce hors-série sont des analyses, on peut dire, pragmatiques, opérationnelles, qui ne laissent pas de place ni à la propagande, ni à la prise de position, en fait. Oui, ce qui caractérise nos analyses, c'est que
pour la grande majorité, ce sont des anciens du renseignement qui ont une expérience opérationnelle dans les services, et bien sûr il y a quelques années, et qui continuent à suivre un certain nombre de sujets qu'ils suivaient déjà lorsqu'ils étaient actifs. Donc on est bien au-delà de d'une approche universitaire ou journalistique, et on est au sens propre dans le renseignement source ouverte, mais avec des experts du renseignement qui ont des expertises techniques en matière de guerre électronique, en matière d'écoute, en matière de connaissance des réseaux de renseignement. Et sur le conflit ukrainien notamment, nous suivons beaucoup toutes les questions d'artillerie, toutes les questions de drones, toutes les questions de guerre électronique et de guerre aérienne. Et ça nous permet, du moins on l'espère, d'avoir une analyse non seulement fondée, mais assez pointue sur ces sujets-là. On a aussi une analyse sur les médias mainstream depuis 2 ans, d'experts aussi, de militaires à la retraite, de différents experts géopolitiques, etc., mais qui diffèrent vraiment de ce que vous pouvez produire. On a l'impression que, on en sait tous les deux quelque chose, cette guerre dans l'espace médiatique mainstream, elle a pris la forme un peu d'une propagande dont l'objectif est d'expliquer que, quel que soit ce qui se passe sur le terrain, eh bien, l'Ukraine, la Russie est un pays arriéré, l'armée russe est une armée inefficace, inopérante, que ses matériels sont vieillissants, sont inefficaces, et que de l'autre côté, l'Ukraine, soutenue par la formation des pays de l'OTAN et par les matériels qui lui sont fournis, eh bien, je dirais, tient la dragée haute et voire même peut, je dirais, reprendre les territoires pris par la Russie. Comment est-ce que vous expliquez ce traitement médiatique ? Je crois d'abord qu'il y a un énorme déni de la réalité au départ, et que certains se sont tellement engouffrés dans ce déni de la réalité qu'ils ne peuvent plus faire machine arrière. Moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on a affaire à des individus qui sont incompétents? Parce qu'on est en droit de se poser la question. Quand on travaille sur les faits, et j'insiste sur ce point, on ne comprend pas les discours que l'on entend dans les grands médias. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont incompétents? Est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont achetés? On peut se poser la question. Ou des gens qui ont pris de manière tout à fait subjective, fait et cause pour l'Ukraine. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple amusant. Je croisais ces derniers jours dans les rues de Paris un de mes amis journalistes que l'on voit sur tous les grands médias mainstream, et qui me disait mais quand même tu as pris de drôles de positions. Je lui ai dit non, nous essayons d'analyser les faits. Mais oui, mais moi j'ai choisi mon camp. Donc c'est très intéressant, même en off, les journalistes vous disent qu'ils ont choisi leur camp, et leur camp bien sûr c'est le camp de critique de la Russie. Alors bien évidemment, en tant qu'analyste, et vous en savez quelque chose, on peut toujours se tromper. Mais on essaie de se polariser sur les faits, d'analyser l'histoire, de ne pas avoir des opinions à courte vue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que ce conflit est analysé totalement de manière partiale, que ce soit par des soi-disant experts ou par un certain nombre de grands médias, et que quand on en revient aux faits, on est dans une distorsion de la réalité qui est assez énorme. Et je dois avouer, et je vous en remercie, que ce numéro spécial d'Omerta qui sort et qui est d'une grande qualité, permet justement de remettre les choses à leur juste place, et en plus en combinant le travail de vos reporters de terrain qui vont quand même au plus près des événements, et puis ce que nous voyons plus en discutant avec des experts internationaux à travers nos analyses. Et d'ailleurs, l'objectif de votre travail et de ce numéro, c'est pas de dire qui de l'Ukraine ou de la Russie a raison, c'est d'analyser les faits et de voir l'évolution du conflit d'une manière, je dirais, globale et aussi assez précise, puisque vous avez vos experts analysent à la fois l'artillerie, la guerre des drones, etc. On rentre vraiment dans le détail, ce qui permet d'avoir une compréhension globale aussi plus fine et plus concrète. Ouais. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on essaie d'analyser et d'expliquer. On le disait, la distorsion médiatique, en tout cas dans le monde occidental, est telle, et je dirais en France en particulier, parce qu'en réalité, quand on lit la presse américaine, on a des opinions beaucoup plus variées, beaucoup plus opposées parfois, des informations intéressantes, alors qu'en France, effectivement, tout va véritablement dans ce même sens qui semble parfois assez incroyable par ses excès. Et
effectivement, plus la situation est délicate en Ukraine, plus les Ukrainiens sont acculés par les Russes, plus la propagande ukrainienne elle-même se développe de manière exponentielle, et plus elle est reprise par nos médias. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous semble catastrophique. Alors après, les jugements que peuvent avoir les lecteurs, ce seront une chose, mais effectivement, il ne s'agit pas d'être pro-russe, il ne s'agit pas d'être pro-ukrainien. Notre but est d'être le plus neutre possible, mais c'est quelque chose qui est assez rare depuis 2 ans dans l'analyse de ce conflit. Alors, il y a dans les éléments de langage qui sont repris soit par BHL, dont on se demande en tant que philosophe ce qu'il vient faire dans l'explication d'un conflit et qui arrive quasiment à nous expliquer des aspects tactiques, opérationnels et militaires sur le terrain, ou alors de Xavier Titelman, qui est un peu le toutologue de la guerre, sans jamais aller sur la ligne de front, et il l'explique bien. Il y a un élément qui revient systématiquement, et depuis 2 ans, et ça ne s'est pas arrêté, c'est d'expliquer que les Russes ont une cécité technologique, c'est-à-dire qu'ils sont très en retard sur les technologies occidentales et qu'ils utilisent en gros du vieux matériel sur toute la ligne de front, et d'expliquer que il y a une avancée considérable de l'Ukraine grâce aux formations et au matériel donné par les pays de l'OTAN, et que cette supériorité, doublée de la réception des F-16, etc., eh bien, leur donne un avantage sur le terrain et va leur donner à terme la victoire sur les Russes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça ? Alors pour moi, tout ça, ce sont des vues de l'esprit, parce que quand on travaille sur les faits et sur ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que c'est totalement différent. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses derrière cela. D'abord, les Russes communiquent beaucoup moins que les Ukrainiens sur leurs innovations techniques, sur le champ de bataille, et quand bien même ils le feraient, nous n'y avons pas accès ici en Occident. Alors nous, en tant que chercheurs, on va l'avoir parce qu'on a gardé des contacts des 2 côtés. On va lire la presse russe en passant par des VPN ou en regardant les émissions russes, comme on regarde les émissions ukrainiennes pour se faire un avis. Donc déjà, il faut qu'il y ait une démarche très active pour aller chercher ne serait-ce que l'information ouverte qui n'est pas librement accessible, puisque nous avons interdit tous les médias russes. Et en plus de ça, on le disait, les Russes, eux, ne communiquent peu. On a affaire à une surcommunication ukrainienne. Et malheureusement, il faut le reconnaître, à beaucoup de mensonges ou de choses qui sont grossies. Et ce que l'on observe, c'est que, à part quelques déboires qu'a connus l'armée russe en début d'opération, mais finalement, on sait tous qu'aucun plan d'action ne résiste plus de 2 jours à la réalité du terrain. On a mesuré la manière dont les Russes se sont adaptés à ce conflit, dont ils se sont transformés. Et ça rejoint des observations qu'on avait faites sur d'autres conflits historiques, où c'est vrai que l'armée russe, en début de conflit, n'est pas toujours au point comme elle le devrait, mais elle est vraiment capable de se remettre en question au fur et à mesure des opérations. Sur le plan technologique, les unités de guerre électronique russes sont parmi les meilleures au monde, et en qualité et en quantité. Leurs moyens anti-aériens sont très très bons. Leurs moyens aériens, la façon dont ils ont fait évoluer l'utilisation à la fois des bombes planantes, des hélicoptères tirant sur leur cible à très très grande distance, parfois en restant même dans l'espace aérien russe, la manière dont ils ont organisé leur battle group sur le sol, montre qu'ils sont bien sûr capables d'innovation, et sans parler évidemment des drones. Mais encore une fois, nous n'avons pas ces informations-là en Occident, parce qu'on se polarise sur ce que font les Ukrainiens, que nos gouvernants et nos médias soutiennent, et bien sûr on en fait tout un foin. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'avoir quoi que ce soit contre les Ukrainiens, mais il y a cette véritable distorsion de l'information, ce déséquilibre qui ne nous permet pas, je dirais pour le Français qui regarde les médias classiques, d'avoir une vision objective de ce qui se passe sur le terrain. Quels peut être selon vous, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, quels peuvent être les scénarios de sortie de guerre ? Est-ce qu'on peut aller sur... Est-ce qu'une victoire russe ou une victoire ukrainienne vous paraissent plausibles ? Est-ce qu'on peut aller vers des négociations ? On sait que les Américains sont des gens extrêmement pragmatiques. Ils ont signé un accord de paix avec les talibans après 20 ans de guerre. Qu'est-ce qui vous paraît, quels sont les grands scénarios qui vous paraissent pouvoir être mis sur la table ?
Alors, il y a des choses dont on est sûr et il y a des choses sur lesquelles on n'est pas sûr. Je commence par les choses dont on est sûr, c'est qu'on sait aujourd'hui que les Américains ont compris que les Ukrainiens ne pouvaient pas gagner cette guerre. Depuis la fin de l'année 2023, ils cherchent à sortir d'une manière, je l'espère, qui sera élégante du jeu, probablement en laissant les Européens dans la panade. Et la manière dont les budgets, les 61 milliards de dollars promis à l'Ukraine sont bloqués au Congrès, finalement, ne fait que renforcer leur difficulté, le ralentissement de leur soutien à l'Ukraine. Et ils sont en plus beaucoup plus intéressés par ce qui se passe aujourd'hui avec Israël, à Gaza et au Proche-Orient, finalement, que la situation en Ukraine. La chose dont on n'est pas sûr, c'est quels sont les véritables buts de guerre russes. Parce que finalement, l'opération initiale était bien une opération militaire spéciale. Il ne s'agissait pas, on le sait de manière très claire aujourd'hui, d'envahir l'Ukraine. Mais au fur et à mesure du durcissement de l'attitude de l'OTAN, les buts de guerre russes ont évolué. Donc on ne les connaît pas suffisamment pour se dire est-ce qu'ils veulent prendre toute la région de Kharkov, est-ce qu'ils veulent prendre la région de Dnipro, est-ce qu'ils veulent prendre Odessa. Mais en tout cas, parmi les autres certitudes, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, elle l'a déjà perdue. On sait que les Russes, pour l'instant, ne poussent pas autant qu'ils le pourraient, mais parce qu'ils ne veulent probablement pas. La question, c'est que est-ce qu'on va partir sur des négociations, un conflit gelé, un conflit qui va durer finalement, qui ne va même pas être gelé. Je dirais que d'une certaine manière, les Américains n'ont pas nécessairement intérêt à ce que le conflit s'arrête trop vite. Parce qu'à leurs yeux, ils pensent qu'ils affaiblissent la Russie. Ce qui, à mon avis, est une erreur tactique. Et à défaut d'affaiblir la Russie, ils affaiblissent l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui les intéresse aussi, parce que nous achetons énormément de matériel américain, nous achetons, sur un plan militaire, nous achetons du gaz naturel liquéfié, bien sûr, aux Américains et aux Norvégiens. Donc tout ça, c'est un véritable retour sur investissement pour les Américains. Ils ne sont pas parvenus à affaiblir la Russie, mais ils ont réussi, finalement, économiquement et politiquement, à dominer l'Europe comme jamais ils ne l'avaient fait auparavant. Vous pensez que les Américains ont cru que les Ukrainiens pouvaient gagner cette guerre ? Ou que les Russes pouvaient la perdre ? Oui, je pense à un moment donné qu'il y a eu une partie de bluff. Les Américains pensaient à un moment donné que les Russes peut-être n'iraient pas. De la même manière que les Russes pensaient que les Ukrainiens n'auraient pas le cran de lancer une offensive dans le Donbass en février. Et ça s'est joué finalement un peu sur ce jeu de dupes. Bien sûr, les uns et les autres avaient prévu des plans d'action. Mais le vrai objectif des Américains, c'était, ils espéraient la non-réaction russe et continuer l'extension de l'OTAN jusqu'aux frontières de Moscou. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a le sentiment on a des éléments qui montrent qu'ils pensaient qu'en cas d'action russe, l'armée ukrainienne serait balayée, puisqu'ils avaient formé l'essentiel des unités à la fois militaires classiques, mais aussi des unités des forces spéciales et des services de renseignement militaires et civils ukrainiens pour mener des opérations de guérilla. Ils ne les avaient pas du tout formés pour faire une guerre conventionnelle. Donc ils ont été eux-mêmes surpris finalement de ce qu'ils considèrent comme l'insuccès de l'opération russe. Et c'est à ce moment-là finalement qu'ils ont accru leur aide pour finalement faire durer les choses et voir s'il n'était pas possible de battre la Russie. Et il y a eu toute une série d'erreurs tactiques de leur part, comme il y en a eu du côté russe. Sur le plan stratégique, on le disait côté américain, l'échec de leur stratégie, c'est qu'ils n'ont pas affaibli la Russie. La réussite de leur stratégie, c'est d'avoir durablement affaibli l'Europe. Et les Anglais, vous pensez qu'ils sont dans la... On a beaucoup dit que Zelensky qui était prêt à partir ou à signer un accord avec les Russes, avait été revigoré par Boris Johnson, qui l'avait poussé à tenir en lui promettant le soutien nécessaire pour faire face aux Russes. Vous pensez que les Britanniques sont sur la position américaine ou il y a encore autre chose ? Non, les Britanniques sont beaucoup plus excessifs que les Américains, ce qui n'est pas quelque chose d'inintéressant dans la stratégie américaine. On le voit notamment en matière de renseignement. On sait que depuis le début du conflit, il y a des règles non dites qui ont été, qui ont été établies entre la CIA et les services russes. Les Russes acceptant de ne pas étendre le conflit au-delà de l'Ukraine et les Américains acceptant qu'il n'y ait rien qui soit fait pour déstabiliser le régime de Moscou. Mais les Américains, a priori, je dis bien a priori, semblent avoir plus ou moins respecté cette règle. D'ailleurs, on le voit ces derniers jours, lorsque Blinken est passé à Paris, il a critiqué un certain nombre de frappes menées par les unités spéciales ou les unités clandestines ukrainiennes sur le territoire de Moscou. En revanche, cet engagement ne vaut pas pour les services britanniques. Et donc, il y a là peut-être un double jeu sur lequel nous sommes en train de travailler, côté américain, en disant, nous, CIA, on ne fait pas de coups tordus.
Par contre, on n'est pas responsable de ce que font les Ukrainiens ni de ce que font les Britanniques. Et le grand jeu des Britanniques, c'est d'être effectivement le sous-traitant d'un certain nombre d'actions. Et je dirais c'est un pays qui a d'autres avantages pour les Américains. Ils sont trop loin de la Russie pour des frappes de missiles conventionnels ou des choses de cette nature. Ils ont toujours été, historiquement, il y a un très très vieil atavisme anti-russe. Donc honnêtement, le rôle que jouent les forces spéciales et les services britanniques dans ce conflit, dont on parle très peu, est très en pointe et même beaucoup plus agressif que ce que font les Américains. Oui, les Britanniques ont une vision assez radicale des choses. Ouais, Mais ouais. en France aussi, cette vision radicale, elle existe. Elle est représentée notamment par M. Tenzer, auquel vous avez eu affaire, comme nous et Caroline Galacteros. Est-ce qu'il existe en France, ou est-ce que c'est le cas simplement d'individus isolés, est-ce qu'il existe en France un véritable courant radical qui pousse et qui soutient l'Ukraine vraiment dans une guerre à 360 degrés, une guerre totale avec la Russie? Alors oui, il y en a quelques-uns, mais en réalité, ce courant, il n'est pas tant pour l'Ukraine que c'est un courant de pro-américains. On s'aperçoit, alors on peut parler d'un vrai néoconservatisme à la française. Moi, je préfère prendre le terme de gallo-américain pour faire un peu référence à l'histoire. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, considèrent finalement que les valeurs américaines, la politique étrangère américaine, est ce qu'il y a de bon, ce que l'on doit faire. Encore une fois, certains sont vraiment convaincus sur un plan idéologique que c'est juste, d'autres le font par intérêt, puisque tout ça, derrière, on va avoir un certain nombre de contrats, de rémunération, de prestations, de conférences. Il y a deux choses derrière ça. Il ne faut pas l'oublier, c'est une grande victoire des Américains qui, depuis la fin de la guerre froide, n'ont cessé d'abord d'étudier comment le Comintern et les services soviétiques avaient pu faire de l'influence pendant la période de guerre froide. Donc ils ont parfaitement analysé ça avec leurs unités d'opération psychologique. Ils ont développé les concepts de Stratcom, ce qu'ils appellent la communication stratégique, de social learning, c'est-à-dire comment prendre le contrôle de la façon de penser des élites européennes. Et bien on en a les résultats aujourd'hui. Quand vous avez un certain nombre d'experts qui sont passés par l'OTAN, quand vous avez un certain nombre de journalistes, de commentateurs qui sont, comme dans le cas de Nicolas Tenzer, à l'Aspen Institute ou à un autre centre de Washington, ils sont, au sens propre, conditionnés, formatés pour penser comme les Américains. Et du coup, ils se font, pas nécessairement en étant téléguidés, mais parce qu'ils sont parfois plus royalistes que le roi, pour donner des gages à leur mentor, ils se font les avocats d'une guerre à outrance que même les Américains ne veulent pas d'ailleurs. Donc on en rigole parce que c'est un petit peu pathétique. Ça frôle parfois la diffamation dans les attaques qu'ils portent contre Omerta et contre nous-mêmes, on l'a vu. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont finalement très très peu d'influence, à part le fait qu'on leur ait proposé une tribune qui leur a permis de raconter les sornettes qu'on a pu entendre. C'est une sorte de néoconservatisme un peu à la française, mais on sent que dans les médias, même s'ils sont peu nombreux quantitativement, on sent qu'ils sont quand même omniprésents dans la sphère politico-médiatique. Oui, ils sont omniprésents avec quelque chose d'assez intéressant, c'est que dès qu'on gratte un petit peu, on trouve des liens avec les États-Unis tout de suite, hein, soit des séjours dans les centres américains, pour nos amis militaires, soit des postes à l'OTAN, chez les Britanniques, d'attachés militaires, soit une compagne ou une ex-femme américaine, c'est assez drôle. Des liens avec bien sûr les fondations Soros et les autres, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de passer plus d'une demi-heure sur Internet pour comprendre d'où vient la façon de penser et d'où vient ce discours. Et oui, malheureusement, ils sont nombreux à ces postes soit d'experts, soit de commentateurs. Mais je vous avoue que moi, ce qui me frappe depuis quelque temps, c'est de voir que ça n'a de moins en moins d'emprise sur l'opinion. Parce que les gens s'informent de plus en plus par des médias alternatifs. Et donc, la tromperie ou le discours unique qu'ils véhiculent en permanence, eh bien, finalement, voit sa portée naturellement assez limitée. Une question un peu d'actualité, puisque l'Iran vient de répondre à l'attaque de son consulat à Damas par Israël. Est-ce que ces conflits moyen-orientaux, ça a démarré avec le 7 octobre, ça se développe avec l'Iran, est-ce que la défense d'Israël dépend en grande partie du soutien apporté par les États-Unis? Est-ce que ces événements moyen-orientaux viennent un peu, je dirais, sont une forme de réponse de Moscou et de ses alliés à la guerre en Ukraine? Est-ce que ça vient pénaliser l'Ukraine sur le terrain?
Alors oui, ça pénalise l'Ukraine sur le terrain, c'est indéniable, en termes financiers, en termes de couverture médiatique, en termes je dirais, de ressources. Je ne pense pas que ce soit une réponse de Moscou à ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est un conflit qui couvait depuis extrêmement longtemps. D'ailleurs que malheureusement, les Israéliens, en tout cas les plus extrémistes d'entre eux, ont largement encouragé en essayant de créer cette dissension entre l'autorité palestinienne et le Hamas, et en finançant en partie le Hamas, en fermant les yeux sur ce que faisait le Qatar. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est malheureusement pour les Ukrainiens extrêmement nocif, puisqu'ils n'ont plus l'intérêt primordial des États-Unis. Quand vous discutez à Washington, quand vous regardez les débats au Congrès, ils se foutent littéralement de l'Ukraine désormais. Ils sont beaucoup plus polarisés sur les questions israéliennes, un petit peu sur les questions bien sûr de l'Iran, sur la Chine aussi. Mais alors l'Ukraine est en train de passer totalement au second plan. D'ailleurs, honnêtement, depuis quasiment début octobre. Donc, il n'y a pas de... Ça inquiète énormément Zelensky et son entourage. Alors, il y a aussi un autre jeu, c'est que c'est fait pour enterrer d'une certaine manière l'affaire Hunter Biden avec les histoires de Burisma et autres, qui arrivent malgré tout à ressortir. Mais tout le monde, dans le cadre de la campagne pour les élections qui se présentent, tout le monde est en train de passer l'Ukraine par profits et pertes. Et finalement, les Américains ont transféré la patate chaude aux Européens, dont on voit mal ce qu'on va pouvoir en faire. Oui, parce que sans soutien américain, sans déblocage de l'aide américaine à l'Ukraine, je dirais c'est un peu la signature de l'arrêt de mort de... Non seulement c'est ça, mais on voit le dernier voyage d'Anthony Blinken à Paris était très intéressant, puisque non seulement il a réaffirmé haut et fort qu'il n'y aurait pas de troupes américaines en Ukraine, la majorité des pays européens, mais aussi les représentants de l'OTAN ont dit qu'il n'y aurait pas de troupes de l'OTAN en Ukraine, en plus il critiquait toutes les frappes de missiles, de drones ou les raids de commando sur le territoire russe, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à ce jour. Il n'avait jamais eu de déclaration officielle en la matière. En plus, il y a cette cessation de paiement dans laquelle va se retrouver quasiment l'État ukrainien. Nous ne sommes plus capables de leur livrer des munitions. Honnêtement, le jeu est réglé, le jeu est scellé, c'est une question de temps. La seule inconnue, on l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que veulent vraiment les Russes ? Est-ce qu'ils vont avancer? Est-ce qu'ils vont rester là? On ne le sait pas. Bien sûr, la crainte numéro un, c'est que le gouvernement Zelensky, dans une attitude tout à fait jusqu'au boutiste, qu'on peut finalement comparer un peu à la politique de Netanyahou, puisque le destin personnel de Zelensky et de son entourage est lié à l'issue de la guerre. Et donc, les frappes sur Zaporijjia, des provocations pourraient apparaître dans les prochaines semaines par des hommes qui sont au bord du gouffre et qui savent que si finalement la Russie l'emporte, eh bien leur sort va être peut-être différent que ce qu'ils attendaient. Alors, je le disais tout à l'heure, Nicolas Tenzer vous a accusé le C2R d'être à la solde de la Russie, comme Caroline Galacteros et comme Omerta. Caroline Galacteros, tu as proposé un débat sur Sud Radio. Est-ce vous serez d'accord pour qu'on propose à Nicolas Tenzer un débat avec vous sur écoutez, Omerta? Volontiers. Je connais Nicolas depuis très très longtemps, lorsqu'il avait quitté le cabinet de Balladur, à l'époque ministre de l'économie, qu'il était un jeune énarque plein d'ambition. Je dois avouer qu'il avait monté le centre d'études et réflexion pour l'action politique, et dont je m'occupais du groupe défense à l'époque. Mais Nicolas Tenzer se rêvait président de la République, c'était pour ça qu'il avait créé ce cabinet fantôme. Mais c'était un garçon entreprenant, seulement c'est pas du tout un spécialiste des relations internationales, et puis bien sûr, il y a son tropisme pro-américain, mais je vous avoue qu'avec quelques amis, nous avions quitté le CERAP à l'époque parce que entre les deux guerres du Golfe, il n'avait qu'une obsession, c'est envoyer des missiles nucléaires sur Saddam Hussein. Donc on s'est dit, ce garçon qui peut-être un jour aura des ambitions présidentielles, a quand même des pensées et des idées qui sont pour le moins excessives, et il n'est peut-être pas très fait pour cette responsabilité. Je pense surtout que c'est un garçon dont malheureusement les ambitions n'ont pas abouti, et que ses frustrations l'amènent à essayer d'occuper le créneau médiatique d'une façon ou d'une autre, et que on voit les excès auxquels il a affaire. Mais ce que je trouve pour ma part tout à fait scandaleux, et vous avez été vous-même et Caroline Galacteros critiqué, c'est voir des élus de la nation, des sénateurs, invités. Encore, on peut le comprendre, des personnes présentant cette vision des faits pour le moins excessive, sans se rendre compte qu'on a affaire à des gens qui sont quasiment sous influence américaine, et ne pas nous accorder un droit de réponse. Je trouve ça tout à fait honteux sur le fonctionnement de notre République et de nos démocraties. Oui.
Oui, d'ailleurs, Nicolas Tenzer, que vous connaissez bien, fait partie vraiment des plus radicaux, puisque concernant Omerta, il s'étonne que le magazine soit toujours en kiosque. Enfin, c'est vraiment on est vraiment là dans les plus durs des propagandistes ukrainiens. Ouais. Alors, c'est à la fois totalement radical et excessif, c'est aussi tellement caricatural qu'on a envie d'en rire, parce qu'on s'est dit, mais d'abord, d'où sort ce garçon? Quelles sont les compétences qui lui permettent de parler ainsi? Ceci dit, quand on connaît un peu le parcours de l'homme, il y a quelque temps qu'il travaille sur les questions russes, et il a une véritable obsession anti-russe. Mais ceci dit, cette obsession anti-russe, elle lui vient aussi des politiques qui sont suivies par les think tanks américains avec lesquels il a travaillé. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il est tout à fait convaincu de ce qu'il avance, ou est-ce qu'il le fait sur les recommandations qui lui sont données d'outre-Atlantique? La question est ouverte. Alors Nicolas Tenzer, ce magazine que vous aimez tant, il est en kiosque. Je vais me faire un plaisir de vous l'envoyer par la poste à votre bureau. Vous pourrez donc en prendre connaissance et vous en délecter. Pour le reste, je vous lance une invitation, puisque Éric Dénessé est d'accord pour débattre avec vous. L'invitation est lancée. Nous attendons sur le plateau d'Omerta une date qui vous conviendra, qui conviendra à Éric, pour que nous puissions poursuivre ces échanges et nos analyses respectives sur le conflit en Ukraine et sur d'autres sujets. Nous vous invitons avec plaisir, et j'espère que vous aurez le courage d'accepter et de venir débattre. Voilà. Éric Dénessé, merci d'avoir participé à cet entretien. Merci d'avoir participé personnellement et fait participer vos équipes à la production de ce numéro vraiment exceptionnel, qui fait un point que aucun autre média papier ou en ligne ne fait sur ces 2 ans de guerre en Ukraine. C'est vraiment de l'analyse, le témoignage de nos grands reporters, de Régis Le Sommier, d'Aïcha Missi, mais aussi et surtout des experts du CF2R sur des aspects techniques qui paraissent un peu compliqués aux gens qui n'y connaissent rien, mais tout est vraiment, les contenus de cette revue sont abordables et permettent vraiment d'avoir les idées claires sur ces 2 ans de guerre en Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, à souscrire à l'application mobile Omerta qui vous permet de retrouver tous nos grands reportages, dont le dernier, la ligne de feu réalisée en Ukraine par Régis Le Sommier et Aïcha Missi au mois de janvier. Et procurez-vous ce magazine dans plus de 5000 kiosques en France ou sur notre site internet www.omertamedia.fr. À très bientôt.